Nous y voilà! Jamais en retard, ni même en avance, précisément au moment où ils sont attendus. Un magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Les livres sont éliminés. Faut donner une chose à Toronto, ils sont fidèles au poste. 9 participations consécutives aux séries et seulement 2 rondes gagnées. Cette version des Leafs est officiellement le plus gros flop de l'ère du plafond salarial. Non, ceci n'est pas une hyperbole et je vais vous le prouver. Et c'est pas non plus une vidéo pour se moquer de la feuille d'érable, mais plutôt une étude de cas. Comment l'organisation la plus riche de la LNH en est-elle arrivée là? Et qu'est-ce que des formations en pleine montée, mettons, comme le Canadien, doivent retenir de ce retentissant échec? Peut-être un petit peu plus que vous le pensez. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Dans l'ère du plafond salarial, il y en a eu des bonnes formations sur de longues périodes de temps qui n'ont pas réussi à soulever le précieux trophée. Mais du lot, aucune, non, aucune n'a été un aussi gros échec que les Leafs depuis 2016. Regardons-en quelques organisations et allons-y chronologiquement. Les Sénateurs d'Ottawa. Leur succès remontait pré-lockout, mais de 1997 à 2009, ils ont participé aux séries 11 fois de suite. En 11 ans, la formation a eu le temps de changer pas mal, c'est vrai, débutant comme une jeune équipe remplie de talent, évoluant vers une formation aguerrie après des transactions, après avoir vu des joueurs partis qui avaient un des meilleurs trios de la Ligue nationale de hockey. Les Sens n'ont pas tout cassé pendant cette décennie, mais ils ont au moins participé à 2 finales de l'Est et une de la Coupe Stanley perdue face aux Ducks en 2007. Et ça, c'est mieux que les Leafs. Il y a eu les Canucks de Vancouver, ça n'a pas été une longue séquence sans rater les séries. Ils ont raté les éliminatoires à 2 reprises lors de leur belle séquence des années 2000, mais l'apogée de cette équipe a été une des meilleures de l'ère du plafond salarial. 5 saisons consécutives de 100 points, 2 fois premier de l'Ouest en saison régulière, gagnant même le trophée des présidents par 10 points en 2010-2011, Bobby Lou, les frères Sedin, Ryan Kesler, tous dans leur prime, les Canucks étaient destinés à être l'équipe qui ramènerait la Coupe au Canada. Mais ils n'ont participé qu'à une seule finale de la Coupe durant cette séquence et ils l'ont perdue. C'était bien sûr face aux Bruins en 2011. Ils n'ont même pas réussi à faire une seule autre finale de conférence durant cette période. Mais, malgré tout, c'est mieux que les Leafs. Un peu comme Ottawa, les succès des Sharks de San Jose remontaient avant l'ère du plafond salarial, mais ils ont duré beaucoup plus longtemps. De 98 à 2019, pensez-y, les Sharks n'ont raté les séries qu'à 2 reprises. La transaction Joe Thornton est encore à ce jour peut-être la meilleure qu'une équipe a fait au 21e siècle, assurant à la formation d'être un aspirant à la Coupe année après année pendant une décennie. 4 finales de conférence, une de la Coupe Stanley. C'est clairement insuffisant pour une équipe qui a eu 9 saisons de 100 points durant cette séquence, mais c'est mieux que les Leafs. Et même si on regarde les équipes contemporaines de Toronto, prenons les Oilers, ça a pris un peu plus de temps que les Leafs pour Edmonton à arriver. Oui, ils ont fait les séries lors de la 2e année de Connor McDavid en 2017. Ils avaient même atteint la 2e ronde, mais ça leur a pris 3 autres saisons avant d'y retourner. Ils sont présentement sur une séquence de 6 participations consécutives aux séries. Ils ont franchi le premier tour lors de leurs 4 dernières participations et en ce moment même prennent part à une 3e finale de conférence en 4 ans. Ils se sont inclinés en 7 en grande finale l'an dernier et ils ont même failli compléter le River Sweep. Répétez après moi! Ce qui est mieux que les Leafs. Honnêtement, il n'y a vraiment aucune autre organisation qui se compare à ce que Toronto fait depuis 9 ans. Toutes les bonnes équipes sur de longues périodes ont au minimum, même celles qui n'ont pas gagné la Coupe comme je viens de vous le montrer, au moins une présence en finale de la Coupe Stanley pour montrer à leurs futurs petits-enfants. En fait, la seule organisation qui aurait pu se comparer à Toronto, c'est Washington. Pensez-y, depuis l'arrivée d'Alexander Ovechkin, les Caps sont 2e dans toute la LNH en saison régulière pour le nombre de victoires. On a raté les séries 4 fois en 20 ans, dont les 2 premières saisons d'Ovi, donc on peut dire qu'on a raté les séries 2 fois en 18 ans. Mais on a participé à une seule finale de conférence durant tout ce temps-là. Mais l'année où on a participé à la finale de conférence, on est allé jusqu'au bout et on a gagné la Coupe Stanley, ce qui est donc mieux
que les Maple Leafs. Soyons honnêtes, une seule finale de conférence, une seule coupe pour une organisation qui domine aussi longtemps que Washington le fait depuis 20 ans, c'est un peu décevant, je suis d'accord. Mais dans une LNH à plus de 30 équipes, la gagner déjà une fois, personnellement, ça enlève tous les mots. MAUX. Comment en est-on arrivé là, donc, à Toronto? C'est la question numéro 1. Il y a plusieurs pistes de réflexion et restez jusqu'à la fin parce que la conclusion n'est peut-être pas celle que vous pensez. Tout juste avant de vous la révéler, après un mois d'avril record, je croyais qu'il y aurait un petit ralentissement post-série du CH, ça aurait été bien normal. Mais non! Le mois de mai pourrait encore relever la barre et je vous en remercie. Mais si, pour quelconque raison, toi, t'es pas encore abonné, prends 0,5 secondes de ton temps. Ça coûte rien. Abonne-toi. De 1, tu vas contribuer à aider ton boy à atteindre son objectif de 20 000 abonnés en 2025. Et de 2, si tu le fais pas, c'est correct. Mais sache que t'es comme Austin Matthews et Mitch Marner. Invisible quand ça compte. Veux-tu ça? Ça, je pensais. Il y a quelques notions ou moments clés ou éléments, appelez ça comme vous voulez, qui expliquent comment on en est rendu là chez les Maple Leafs de Toronto. On va commencer là. Non, Matthew Tkachuk, c'est pas la pression. Je suis désolé là, mais bro, t'as quitté Calgary dès que t'as pu pour les chauds palmiers. T'es un fils de riche qui a grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et sur la glace, t'es un de mes joueurs préférés, Matthew, là, du talent, du grit. J'ai pas le choix de l'admettre. T'es clutch, t'es tough. Bon, oui, plusieurs te traitent de rat et disent que tu t'en prends à plus petit que toi. OK, ton frère est plus un vrai que toi dans ce département-là, mais les séries il y a 2 ans où ton corps lâchait, puis tu continuais à jouer, puis même de dominer, t'es un tough, Matthew Tkachuk. Et pourquoi les joueurs de hockey, tough, physiquement comme toi, est aussi soft psychologiquement? La pression à Toronto, les joueurs des Leafs, s'il y avait moins de pression, ils seraient peut-être meilleurs. Hey! Je peux pas croire que je vais défendre les fans des Leafs. Là. Je trouve d'ailleurs qu'ils vont beaucoup trop loin en blâmant quasi uniquement Mitch Marner en ce moment. Là. Je donne ça à Matthew, mais Bud, faut que tu retires de tes REER pour aller voir un match de série à Toronto. L'équipe a pas gagné de coupe depuis 1967. Même mon père s'en souvient probablement à peine de la dernière coupe des Leafs. Bon, peut-être qu'il s'en souvient, il faudrait que j'y demande. T'as sur papier une des meilleures formations, une des équipes les plus talentueuses de la Ligue pendant 9 ans et tu passes pas le 2e tour. Mais le problème, c'est les fans et la pression médiatique. T'as bien fait de choisir le hockey et pas n'importe quel autre des sports d'équipe plus populaire que le hockey, Matthew, parce que... OK, je suis désolé. C'est venu me chercher, ça. Une chance que Leon Draisaitl est là pour dire à tout le monde, ben non, la pression au Canada, il n'y a rien là. Revenons à nos moutons. Donc, non, le problème des Leafs, c'est pas la pression médiatique comme essaie de vous le faire croire Matthew Tkachuk. Je sais qu'on a tous identifié la signature de John Tavares en 2018 comme le moment où les choses ont commencé à mal tourner pour les Leafs. Avec déjà Austin Matthews qui avait marqué 40 buts comme recrue et obtenu 1 point par match à sa 2e saison, Mitch Marner qui frôlait les 70 points et Willie Nylander qui en faisait une 60aine. Et tous ces gars-là, d'ailleurs, avaient 22 ans et moins à ce moment-là. Toronto aurait dû avoir la vision future de se dire qu'on était bien en selle en attaque et qu'on aurait dû mieux investir notre argent. Bon, t'as un gars de la trempe de Tavares qui devient disponible, qui veut rentrer à la maison, jouer à Toronto. Je peux les comprendre. C'est quand même une opinion que j'ai partagée pour les 7 dernières années et ça tient toujours ça, que la signature de John Tavares en rétrospective était une erreur. Sauf que, justement, ça fait 7 ans. 7 ans à terminer parmi les meilleures équipes de la Ligue. Encore une fois, pas une hyperbole. Depuis qu'on a repêché Austin Matthews en 2016, Toronto est 3e dans la Ligue pour les victoires en saison régulière. Ils ont participé à tous les tournois printaniers. Ils sont quand même 11e. 11e pour le nombre de victoires en série durant cette période. Qu'est-ce qui explique ça? Comment tu passes de la 3e meilleure équipe en saison régulière sur pratiquement une décennie à la 11e en série, à jamais passer le 2e tour? Je pense que ça va au-delà du « on n'a pas un club bâti pour les séries ». L'attaque passe de 2e à 21e en éliminatoire. Je répète, en saison durant cette période, Toronto a la 2e meilleure attaque de la Ligue en moyenne de buts par match. En série, on est 21e. Vous pouvez regarder ça sous tous les angles que vous voulez. C'est ce que Toronto a fait.
On a changé les joueurs de soutien des Leafs presque chaque saison durant la période. Marleau, Thornton, Spezza, Simmons pour du leadership, Domi, Bertuzzi, Hyman, Kadri, Bunting comme joueurs de soutien. Bon, joueurs de soutien, je veux dire, sur un top 6, là, vous comprenez ce que je veux dire. Par contre, je dis qu'on a regardé ça sous tous les angles. Non! Il y a une chose que j'ai jamais changé. Le Core 4. Marner, Matthews, Nylander, Tavares, ce sont tes 4 meilleurs marqueurs durant cette période, dans cet ordre-là, d'ailleurs. On blâme énormément Matthews et Marner, mais du lot, Tavares est le pire de la gang en série durant cette période, et pas juste parce qu'il a joué moins de matchs parce qu'il a été blessé. En moyenne de points par match, Morgan Rielly est devant lui. Oui, depuis que Tavares est à Toronto, Morgan Rielly fait plus de points en moyenne par match que lui. Si on vient à Marner et Matthews, que je dis que ce sont les deux qui semblent manger le plus de schnout, Marner passe de 92 points en moyenne par 82 matchs à 74 en série. Matthews en saison, c'est un gars par 82 matchs de 52 buts, 95 points. En série, 31 buts, 71 points. Je veux dire, c'est pas dramatique, là. Mais tu payes pas le gars tous ces millions-là pour essentiellement devenir Cole Caulfield en série. Puis, j'adore Cole Caulfield, je dis ça avec respect. Je dis juste que théoriquement, Austin Matthews est supposé être meilleur que Cole Caulfield, alors qu'en série, il devient Cole Caulfield. Si Cole Caulfield est Cole Caulfield en série, c'est bien. Si Austin Matthews est Cole Caulfield en série, on a un problème. Si on regarde les meilleurs joueurs de la Ligue durant cette même période, McKinnon fait 1,3 points par match. Nikita Kucherov, 1,13. Jack Eichel, depuis qu'il est à Vegas, 1,07. Il a fait au moins 1 point par match à tous ses parcours éliminatoires depuis qu'il est à Vegas, sauf cette année où il a terminé un petit point sous le point par match. Je préfère une liste longue comme mon bras de joueurs, là, mais regardons même le cheat code que sont Leon Draisaitl et Connor McDavid. McDavid fait 1,73 points par match en série. Leon Draisaitl, 1,5. Je viens de le reconnaître, c'est un cheat code, c'est un peu injuste de comparer n'importe qui à ces gars-là, sauf qu'en théorie, Austin Matthews est supposé faire partie de ce lot-là. Personnellement, je pense que McDavid, tout comme Crosby, à son époque, est largement au-dessus de tout le monde, mais bon, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Et de toute façon, la comparaison est intéressante entre Leon Draisaitl, Connor McDavid et le Core 4 à Toronto. Quand on regarde pourquoi Connor n'a pas encore de coupe et pourquoi les Leafs n'ont pas encore de coupe, on fait la même chose. Je veux dire, c'est pas un Core 4 là, à Edmonton, si vous voulez mon avis. C'est un monstre à deux têtes. Mais en somme, on continue avec ces deux-là. Mais eux, individuellement, ils livrent la marchandise. L'équipe des Oilers, encore une fois, à mon avis, est bien plus mal bâtie que celle des Maple Leafs de Toronto. McDavid et Draisaitl auraient toutes les raisons de chialer, de chigner. Leur groupe de soutien n'est pas du tout l'équipe la mieux bâtie de la Ligue. Et non, c'est pas parce que Leon et Connor prennent trop de place sous le plafond salarial. C'est au contraire parce qu'on a donné trop d'argent aux mauvais joueurs derrière eux, que ce soit Darnell Nurse, que ce soit Jack Campbell auparavant. C'est pas eux le problème. Eux, non seulement ils font la job en saison, ils la font en série. Ils traînent le club. Donc, de continuer avec Connor et Léon, c'est pas de la folie. Je viens de le dire, ils continuent de faire en série, même mieux que ce qu'ils font en saison régulière. Connor McDavid devient le premier joueur en 21 ans l'an dernier à gagner un Conn Smythe dans une cause perdante. Donc, c'est normal que tu continues, que tu dis, OK, non, avec ces deux gars-là, là, quand on va avoir réussi à vraiment trouver la formule, on va gagner. Puis de toute façon, on est proche, on le voit, là, on est encore là en finale de conférence cette année. Mais à Toronto, c'est l'inverse, carrément. Tes gros canons sont la raison pourquoi t'es pas plus loin que le deuxième tour. Année après année, depuis 9 ans. C'est pas les joueurs autour d'eux. C'est pas comme si eux continuaient avec Austin Matthews marquant un rythme phénoménal en série puis que tu te dis, ouais, un goaler fait pas le travail. Non, ben, il y a un peu de ça, là, mais en plus, eux font pas le travail. Puis même dire deuxième tour, quand j'y pense, c'est un petit peu généreux parce que ils ont fait le deuxième tour 2 fois sur 9. Là. Bon, la première erreur a été Tavares, on est d'accord. Mais la deuxième, troisième, quatrième a été de continuer avec ce groupe de 4 pendant 7 ans. Je dis 7 ans parce que Tavares n'était pas là lors des 2 premiers parcours éliminatoires. Est-ce qu'échanger Matthews, Marner ou Nylander aurait causé une commotion dans la Ville-Reine? Oui! Est-ce que ça aurait pu avoir des répercussions désastreuses si ça n'avait pas fonctionné? Effectivement. Mais tu avais les arguments. Ces joueurs-là, pas sur un parcours, pas sur 2 parcours,
sur 9 parcours maintenant, n'ont pas livré la marchandise. Personnellement, j'aurais ciblé Marner ou Matthews. Premièrement, parce que je pense que c'est ces deux gars-là qui auraient eu la meilleure valeur. Évidemment, il aurait fallu les transiger à des moments où on n'aurait pas donné de clause de non-échange. Et la deuxième raison, c'est que je trouve que par rapport à ce qu'il fait en saison, Will Nylander est celui qui élève le plus son jeu en série. Mais bon, c'est tout à fait discutable. Je le disais un peu plus tôt, Mitch Marner est celui qui a le plus de points en série du lot lors des 9 dernières années, ce qui est assez comique considérant que présentement, c'est lui le bouc émissaire. Bref, ne pas avoir brisé un groupe qui ne performe pas quand ça compte année après année, ça a été ça, l'erreur des Maple Leafs de Toronto. C'est pourquoi ils sont là où ils sont aujourd'hui. Les coachs ont changé, les DG ont changé, les groupes de soutien ont changé. Bref, le Core 4, c'est tout ce qui est resté. Ça et Brendan Shanahan, qui... Au final, c'est un peu lui qui est à blâmer, là, au-delà du fait que les joueurs ne performent pas. C'est lui qui n'a jamais voulu éclater ce Core 4-là. Et là, l'ère du dit Core 4 semble tirer à sa fin. Peut-être pas, je veux dire, qui sait? Peut-être qu'on va apprendre dans quelques jours, quelques semaines que Marner et Tavares restent. Ce sera à voir. Mais rendu là, personnellement, je ramène ni Marner, ni Tavares. Matthews et Nylander sont encore dans la fleur de l'âge. Ils ont leur contrat, tu leur as donné. Ce sont maintenant 2 vêtres. Tu poursuis avec eux. Matthew Nice déjà prouve qu'il peut faire partie du noyau offensif. Tu as un Easton Cowan qui s'en vient. Ça peut être bien, même si personnellement, je ne suis pas son plus grand fan. Il s'en va d'ailleurs à la Coupe Memorial avec les Knights de London. Tu retools. Tu resets sur le fly, comme dirait Marc Bergevin. Ça a fonctionné en partie pour les Kings. Ça a extrêmement bien fonctionné d'ailleurs pour les Stars de Dallas. Est-ce que rater les séries, ne serait-ce qu'un an, espérer avoir un aussi bon repêchage que l'ont eu les Stars l'année où ils ont repêché Miro Heiskanen, Jason Robertson et Jake Oettinger, est un petit peu de la folie. Ben, probablement oui. Et d'ailleurs, ne serait-ce que rater les séries une seule saison à Toronto, est-ce que ça pourrait avoir des répercussions catastrophiques médiatiquement? Oui, évidemment, je suis cave, mais pas à temps plein. Mais reste que t'es pas obligé de rater les séries l'an prochain non plus, là, si tu laisses partir Tavares et Marner. T'as encore une bonne formation sous la main. Et de toute façon, je parlais des Sharks plutôt. La seule finale qu'ils ont fait, c'est après avoir raté les séries pour une première fois en 10 ans, en 2015. L'année d'après, on rebondit et on s'en va en finale de la Coupe Stanley où on s'est incliné contre les Penguins de Pittsburgh. C'était la première de 2 coupes consécutives des Penguins. Et de toute façon, comme je dis, tu peux réussir ça sans même rater les séries. L'ère du Core 4, je suis d'accord qu'on parle de la fin d'une époque. Mais ça ne veut pas dire que Toronto n'a pas encore une fenêtre de 4-5 ans à partir de maintenant s'ils font les bonnes choses pour renverser ce qui s'est passé dans les 9 dernières années. Ce ne sera juste pas exactement avec le même noyau. Ce serait probablement autour d'Austin Matthews. Mais rendu à ce point-ci, à mon avis, espérer que le Quatuor débloque enfin en série après une décennie d'échecs, c'est la définition même de la stupidité. Essayer la même chose à chaque fois et espérer des résultats différents. C'est pourquoi, personnellement, même si malheureusement tu n'obtiens rien en retour, tu as raté ton coup, c'est le temps de laisser aller Mitch Marner. Je pense pas personnellement qu'ils vont laisser John Tavares partir, mais personnellement, c'est ce que je ferais. Et quand tu regardes ça, peut-être que les Panthers sont dans la même situation s'ils font pas leur méga transaction avec les Flames pour Matthew Tkachuk. Et elle est là, à mon avis, l'erreur des Leafs de laquelle les autres formations en montée doivent apprendre, dont le Canadien, bien sûr. Faut donner une chance aux coureurs, oui. Mais il ne faut pas donner toutes les chances aux coureurs si ceux-ci ne te donnent pas raison de continuer de le faire. Si tes meilleurs joueurs continuent d'être tes meilleurs joueurs en série, quand ça compte, et que tu n'es pas capable de leur donner le soutien pour qu'ils gagnent le dernier match, continue, c'est sur toi, et oui, change les éléments autour, comme essaie de le faire Edmonton, comme l'ont fait le Lightning de Tampa Bay, et ça a fini par porter fruit. Si à l'inverse, tes meilleurs joueurs tombent comme feuilles à l'automne lorsque les séries arrivent, shake la cabane pour passer au prochain niveau. Sinon, tu peux te retrouver à perdre 1, voire 2 agents libres de grande qualité contre absolument rien en retour. Et ça semble être la situation dans laquelle les Maple Leafs de Toronto vont se retrouver dans les prochaines semaines. Où iront John Tavares et Mitch Marner? Qu'est-ce qu'on va faire à Toronto pour essayer de garder cette équipe comme étant une bonne formation de la Ligue nationale de hockey et ne pas tomber dans un autre processus interminable et devoir recommencer avec un autre noyau dans une couple d'années? Ça,
Ce sera pour une autre vidéo. Qu'est-ce que tu penses de cette autre élimination des Maple Leafs de Toronto? Es-tu d'accord avec moi? Est-ce que je regarde ça un peu trop après coup et que c'est maintenant facile à dire en rétrospective qu'on aurait dû transiger un des meilleurs joueurs du Core 4 plus tôt? Peut-être. Laisse-moi savoir en commentaire. T'as aimé ce que t'as entendu et veux d'autres contenus? Il y en a disponibles juste ici. Et comme toujours, on se reparle. Ciao!